Pas de réforme sans croissance, disait le président Jacques Chirac, mais beaucoup lui ont répondu, pas de croissance sans réforme. Parce que réforme et croissance vont ensemble et ne posent les bases du développement que si elles sont inclusives. Effectivement, le développement est cet objectif qu'a voulu le Consortium pour la recherche économique et sociale et la Direction générale de la planification et des politiques économiques à ce rendez-vous, le Forum de la recherche économique et sociale. C'est la deuxième édition, une édition rendue donc à une évaluation aujourd'hui entre chercheurs, pouvoirs publics et partenaires techniques et financiers. Bonjour et bienvenue. Invité à ce programme spécial au Forum de la recherche économique et sociale au Sénégal, 6 intervenants qui vont vous entretenir dans les 90 prochaines minutes sur les réformes pour une croissance inclusive au Sénégal. Et je commence par ce grand voyageur de l'Afrique qui est un partenaire technique et financier de l'Afrique en général, avant d'être un grand ami du Sénégal qui a fait plusieurs pays et par son expérience, nous allons certainement apprendre beaucoup au nom évidemment de la structure pour laquelle il travaille. Monsieur Paolo Zacchia, bonjour. Paolo Zacchia, je le rappelle, est économiste principal à la Banque mondiale et donc qui a fait le Kenya, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie pour évoquer quelques pays dans lesquels il a travaillé aujourd'hui. Il est au Sénégal. Invité également sur le plateau de ce programme spécial, autre partenaire technique et financier, évidemment, celui qui est assistant directeur technique au Fonds monétaire international, Monsieur Ali Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce programme spécial. Avec vous, nous allons évoquer effectivement quelques recommandations du FMI à l'endroit du Sénégal. Nous avons également la compagnie des experts gouvernementaux qui travaillent dans des institutions précises. D'abord, l'agence de la promotion et des investissements et des grands travaux, une agence qui travaille particulièrement auprès de la présidence de la République et qui s'est approprié ce référentiel de programme Sénégal émergent, représenté ici par Mamadou Lamine Ba. Bonjour Mamadou Lamine Ba. Bonjour. Nous avons également la Direction générale de la planification et des politiques économiques du Sénégal, représentée ici par un professeur agrégé d'économie, par ailleurs chef de département d'analyse et de politique économique à la Faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Aboukan, bonjour. Bonjour. J'accueille également 2 autres chercheurs qui seront un peu comme nos consultants en la matière parce qu'effectivement, on établit cette liaison entre les chercheurs et les pouvoirs publics. D'abord, à ma gauche, à mon extrême gauche, un universitaire qui a consacré pratiquement toute sa vie à la recherche, parce qu'il était déjà chercheur avant d'être major au concours d'agrégation. C'était en 89. Professeur Abdoulaye Diagne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale. Et j'ai avec moi un ancien ministre du Plan qui généralement rentre dans toutes les questions économiques parce que le profil est relativement transversal en raison de sa carrière à l'échelle internationale. Monsieur El Hadj Ibrahima Sall, bonjour et bienvenue. Très bien, maintenant que le décor est planté et que le quorum est atteint, nous allons partir de ces leviers des réformes pour effectivement, à chacun son domaine, voir ce dont le Sénégal a besoin pour effectivement rendre cette croissance inclusive, c'est-à-dire ce type de croissance qui va écarter toutes les inégalités, poser les bases du développement à travers des investissements à caractère structurant, effectivement. Et pour cela, je m'en vais poser la toute première question à la Direction générale de la planification et des politiques économiques, parce qu'effectivement, ils sont au quotidien dans ce domaine-là. Professeur Aboukan, les leviers pour consolider la croissance aujourd'hui, très brièvement, ils sont lesquels les plus récents? Merci beaucoup. Les leviers sont très nombreux, mais nous pouvons mettre en avant d'abord le secteur privé, un secteur privé fort, disons, en adressant aussi la question de l'étroitesse du marché national pour s'ouvrir davantage à la sous-région et permettre un peu l'existence d'entreprises plus performantes avec une demande très forte. Donc ça, c'est un premier levier sur lequel on devrait agir, le secteur privé, à mon avis. Le deuxième levier sur lequel on devrait agir pour une croissance forte et inclusive, c'est de profiter de la jeunesse de notre population en investissant davantage sur la formation, accroître la qualification
pour capturer, disons, ce qu'on appelle le dividende démographique. On reviendra dans les détails. Un troisième levier sur lequel on devrait insister, à mon sens, c'est les ressources naturelles que nous avons déjà, celles qui existaient et celles qu'on vient de découvrir, mettre en place un système de gestion qui permettrait, disons, d'en faire profiter à toute la population et ainsi permettre au Sénégal d'engranger des ressources qui permettront d'investir dans des projets structurants en faisant moins appel à des ressources extérieures. Alors, pour cela, il faudra bien entendu un environnement des affaires qui permette, disons, d'accueillir des investisseurs dans le pays, créer des emplois, investir dans la formation, et l'éducation et l'enseignement supérieur, et adresser la question de la frontière technologique, parce que nous sommes un pays en voie de développement, et l'innovation technologique devrait aussi être un domaine dans lequel nous devons beaucoup investir. Il y a des domaines dans lesquels c'est l'imitation technologique qui peut nous arranger, compte tenu du fait que nous sommes très loin de la frontière, mais dans un certain sens, il faudra aussi aller vers l'innovation technologique. Donc, brièvement. L'innovation, la formation, l'investissement, l'entreprise, bref, je retiens le secteur privé. Et quand on parle de secteur privé, heureusement, ça ne pouvait pas tomber plus mal. Nous avons avec nous le directeur de l'environnement des affaires à l'APIX, l'agence de la promotion des investissements et des grands travaux. Mamadou Lamine Ba, est-ce que vous pensez que les petites et moyennes entreprises peuvent effectivement éclore dans cet environnement? Merci pour votre invitation à participer à ce débat. Le diagnostic qui a été établi au moment de la formulation du plan Sénégal émergent avait déjà identifié ces défis. Et je pense que le professeur Khan l'a montré. Et le récent recensement qui a été publié nous a réconforté pour montrer aujourd'hui que l'essentiel de l'appareil productif sénégalais est constitué de petites et moyennes entreprises. On parlait souvent de 80% avant. Aujourd'hui, on remonte jusqu'à 90%, 95%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près plus de 400 000 unités de production qui ont été identifiées dans l'espace. Ça veut dire que si on met à peu près sur un ratio d'un espace de production plus à peu près 3 personnes qui travaillent autour, on est à peu près autour de 1 600 000, 2 millions de personnes peut-être qui tourneraient autour des PME. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on répondrait par oui, que les PME sont hyper importantes. Et c'est pour cela, dans le cadre du programme de réforme du gouvernement, si vous regardez, que ce soit avec l'ISPE de la seconde génération qu'on est en train, que la question des PME est devenue quelque chose d'important en termes de comment libérer les PME. Parce que si c'est les PME qui constituent le socle, il faut faire des réformes, il faut prendre des initiatives publiques qui permettent de les libérer pour densifier leur productivité et densifier leur compétitivité. Au niveau aussi de l'APIX, là où on travaille, on a un programme de réforme qui a démarré depuis 2012, qui a fait de cette question une question assez importante de dire aujourd'hui, si on part de l'hypothèse que l'essentiel, c'est les PME, qu'elles soient formelles ou non formelles, c'est les PME qui constituent l'essentiel. Il faudrait que le gouvernement aménage ce qu'on a l'habitude de dire, un environnement des affaires locales. Parce que aussi, la particularité aussi des PME, c'est que de plus en plus, elles sont hors territoire Dakar. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit. Elles sont aussi dans des secteurs comme l'agriculture, la pêche, de plus en plus aussi dans des secteurs de la création, où on mettrait l'artisanat, les TIC, tous ces aspects, et qui emploient de plus en plus des jeunes. Donc c'est important au niveau gouvernemental, et je pense que les premières séries de réformes qui ont été faites, que ce soit la réforme sur les curricula au niveau de l'enseignement professionnel, que ce soit la réforme des universités, c'est permettre d'infiltrer un capital humain nouveau qui permet à ces PME de se développer, que ce soit au niveau de la simplification de l'administration, parce que si les règles sont assez contraignantes et que les PME sont dirigées par des gens qui ont peu d'éducation, ça veut dire qu'ils auront de plus en plus du mal à obéir et à respecter ces règles. Donc, simplification pour les PME est aujourd'hui la priorité pour le gouvernement dans le cadre des programmes de réforme. Et le principal canevas dans lequel on peut évaluer ces réformes-là, c'est le programme Sénégal émergent. Je me tourne vers la Banque mondiale précisément, qui aimerait bien évidemment qu'on puisse à chaque fois savoir si ce programme Sénégal émergent répond effectivement à la mise en place de ces réformes-là.
Paolo Zaki, est-ce que vous avez l'impression que les réformes sont effectivement mises en place, évaluées pour être de plus en plus efficientes? Est-ce qu'on les ressent effectivement? Merci beaucoup. Tout à fait. Je pense que le programme de réforme sous le PSE est tout à fait bien cadré sur les besoins du Sénégal. Comme toujours au Sénégal, le problème, c'est la mise en œuvre. Et je pense qu'il faut faire l'évaluation, il va falloir la faire de façon commune. L'intuition qu'on a, et je dis bien c'est une intuition à ce moment-là, c'est qu'au niveau des projets, on a un niveau d'avancement qui est très satisfaisant ou assez satisfaisant. Au niveau des réformes, peut-être on ne s'est pas assez concentré sur ça et l'implémentation est encore pas tout à fait au niveau qu'on voudrait qu'elle soit là. Et je pense qu'il y a un certain nombre de réformes clés sur lesquelles il va falloir accélérer si on veut maintenir des hauts taux de croissance qui ont vraiment fait la gloire du Sénégal ces dernières 2 années, parce que le Sénégal a quand même eu des taux de croissance en dessus de la moyenne africaine en 2015-2016. Mais pour maintenir ça, il faut vraiment s'attacher aux réformes clés. Je pense au secteur de l'énergie. Le Sénégal a un des coûts de l'énergie les plus hauts en Afrique, et l'énergie, c'est fondamental pour l'industrialisation, pour faire vraiment de la croissance. Et après, je pense à l'économie du futur, le digital, donc dans le secteur des télécoms, de l'Internet, il faut faire des réformes, il faut ouvrir les marchés. Ça, je dirais aussi à l'APIX, l'environnement des affaires, c'est bien, mais ce qui est encore plus important pour, je pense, le secteur privé, c'est un secteur compétitif qui fasse vraiment de boost à la productivité et à l'investissement. Donc, il faut faire l'environnement administratif des affaires, mais il faut aussi ouvrir les secteurs, par exemple les télécoms, à une compétitivité une compétition beaucoup plus accrue pour arriver à la compétitivité. Donc, le plus important n'est pas d'avoir des résultats, ce n'est pas d'avoir des chiffres ou encore un excellent taux de croissance, mais d'avoir une croissance qui, effectivement, pourrait être soutenable, si je puis utiliser l'expression. Et donc, en dehors d'être un ami du Sénégal, Ali Mansour, vous avez été secrétaire financier en île Maurice pendant près d'une dizaine d'années, 8 ans pour être précis. Et qu'est-ce qui peut être une réalité impédimentale, un blocage pour la mise en œuvre des réformes quand il s'agit de croissance inclusive? Les réformes étaient dictées par la recherche d'une compétitivité globale. Et c'était axé sur comment justement arriver à l'inclusion, une croissance inclusive. Une croissance inclusive veut dire qu'il faut d'une part créer des emplois pour les jeunes, mais ces emplois vont en large partie être créés par des PME. Donc ça revient comment faciliter l'émergence, et pas seulement l'émergence, mais la croissance des PME. Tout le monde est conscient que le plus grand problème pour les PME, c'est d'obtenir le financement. Mais l'inclusion financière ne peut pas commencer par le financement, parce que la réalité, c'est que ceux qui peuvent prêter aux PME ne prêtent pas parce qu'ils perçoivent beaucoup de risques. Mais la réalité, c'est que si on ne réforme pas le cadre dans lequel les PME évoluent, les risques sont réels. Aujourd'hui, les gens ne prêtent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais s'ils avaient l'information, ils seraient réconfortés qu'il ne faut pas prêter. Donc, le début de l'inclusion financière, le début des financements des PME pour les permettre d'émerger, c'est qu'il faut simplifier l'environnement dans lequel ils opèrent. Et c'est là oui. Que la première grande réforme à l'île Maurice, c'était la réforme du système d'imposition. Pour une grande entreprise, le coût de payer 10 ou 15 taxes est faible. Pour une petite entreprise, ça devient impossible. Donc, il faut un système simple. Il faut aussi un système qui est juste. Il faut que tout le monde paye sa part juste des taxes à un taux raisonnable. Mais au-delà de l'expérience, donc, qui veut dire que dans le contexte du Sénégal, la première chose à voir, c'est comment simplifier le système au maximum. Il y a un début qui a été fait, et je crois qu'on doit féliciter le gouvernement des réformes qui ont été faites dans ce sens, mais il faut continuer à construire sur ça, et il reste un problème qu'il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de payer et qui doivent beaucoup d'argent au fisc, mais qui ne s'acquittent pas. Et ce qu'il faut, c'est un système, si tout le monde paye, on peut avoir des taux relativement faibles pour tout le monde. Mais si certains ne payent pas, ceux qui payent se voient devant un système qui est injuste et qui les rend difficile à pouvoir opérer et surtout à avoir une croissance pour créer plus d'emplois, plus d'inclusivité. Mais pour vous qui êtes le chef de mission du FMI au Sénégal,
Est-ce que vous êtes d'accord avec Paolo Zacchia que le secteur énergétique, ou encore qu'il y a des blocages au niveau des télécommunications, qu'il y a des secteurs clés qui empêchent même à ces petites et moyennes entreprises d'émerger normalement, au-delà des problèmes fiscaux? Absolument. Je pense que j'ai commencé avec le système fiscal, mais le système fiscal, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Je partage tout à fait les commentaires qui ont été faits par tous les collègues ici, et on doit reconnaître que le Sénégal est sur la voie, à travers le PSE, que les tigres asiatiques ont pris. Mais c'est un voyage de 1000 km. Le Sénégal a fait 1 km. Donc le premier kilomètre a bien démarré, mais si on veut compléter le voyage, pour que le reste de ce voyage, il faut accélérer les réformes. Et une partie des réformes, c'est exactement ce que mes collègues ont dit. Il faut améliorer le cadre des affaires dans lequel les PME opèrent, comme notre collègue de l'APIX a dit, et notre collègue de la Banque mondiale a entièrement raison. Il faut s'attaquer au secteur où il y a des monopoles, où il y a des rentes qui bénéficient à peu de personnes et où la population n'a pas l'occasion d'opérer. Et je pense qu'il y a eu un début de ces réformes. Et si on veut compléter le voyage que les tigres asiatiques ont fait, il faut absolument, pour que le PSE puisse réussir, qu'on commence à travailler dessus. Mais en plus de ça, il faut aussi une politique de soutien proactive envers les PME. Pour que les PME obtiennent le financement. Sans financement, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas avoir une croissance, ils ne peuvent pas créer plus d'emplois. Mais pour ce financement, il faut qu'ils puissent préparer des plans qui vont être acceptés par les banques. Et c'est là où il faut qu'il y ait un appui proactif de la part de l'État pour accompagner les PME. Et ce n'est pas juste ça. Il faut aussi qu'ils soient compétitifs, comme notre collègue... Comme les précédents intervenants l'ont indiqué. Sur le marché international et régional. Et là, il y a un accompagnement aussi à leur donner les informations sur comment opérer sur ces marchés, quelles sont les demandes sur ces marchés. Donc, il y a tout un système d'accompagnement des PME qui est nécessité. Et là aussi, il y a des débuts qui ont été faits. C'est une question de compléter le voyage. Merci Ali Mansour. Professeur Abdoulaye Diagne, à quel niveau nous trouvons-nous aujourd'hui au Sénégal pour les 9 999 km qui restent à parcourir? Une question difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que les 2 dernières années sont marquées par une croissance assez forte de l'économie sénégalaise, puisqu'elle affiche un taux de plus de 6%. C'est une bonne direction, mais nous savons que justement pour atteindre le niveau où se trouvent actuellement ces tigres asiatiques, il faudrait sur 15 ans, sur 20 ans, des taux de croissance de l'ordre de 8 à 9%. Et nous voyons donc que non seulement le taux de croissance doit être encore plus fort, mais ce taux de croissance doit être durable. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un épisode de 3 ans, 2 ans, après on retombe sur des taux extrêmement bas, 2%, 3%, comme on l'a vu par le passé. Il faut maintenant qu'on maintienne ce rythme, qu'on l'accélère, de sorte que nous arrivions justement à ces taux de l'ordre de 8 à 9%. Et évidemment, pour y arriver, vous l'avez très bien dit, il faudra des réformes, mais cette fois-ci des réformes de fond. Mais ça ne suffit pas. Non, il faut des réformes de fond. Parce que la Côte d'Ivoire fait d'excellents chiffres. Oui, mais le problème, c'est est-ce que ces chiffres vont être maintenus dans le temps? C'est ça le problème. Si vous regardez la croissance sénégalaise au cours des 2 dernières années, c'est une croissance qui est tirée par l'agriculture. Or, quand vous avez une agriculture qui dépend principalement de la pluviométrie, vous ne pouvez pas dire que vous avez mis en place des conditions durables. Il faudra investir beaucoup dans la maîtrise de l'eau, par exemple, une condition essentielle à la durabilité. Seulement l'agriculture, est-ce que les banques, la téléphonie ne pèsent pas beaucoup sur... Non, ça c'est ces autres facteurs. Il y a une communication qu'on a faite ce matin dans le domaine de l'agriculture, où on a essayé de montrer que agir sur une seule contrainte
ne suffit pas pour avoir le résultat escompté. Si on veut, par exemple, améliorer la productivité, il faut savoir agir simultanément sur plusieurs contraintes. Et je crois que c'est valable aussi à l'échelle macroéconomique. On a besoin d'agir sur plusieurs leviers. Et pour employer votre expression, il faut desserrer les contraintes, c'est ce que vous disiez. Voilà, très bien. Nous avons la chance d'avoir ici, professeur, un ancien ministre du Plan, Eladji Ibrahima Sall, qui généralement, sur ce type de questions, a quand même des choses à dire pour l'avoir pratiqué ou pour l'avoir théorisé. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Je vais effectivement dire beaucoup de choses, et vous me permettrez, parce que ça me permet un peu de recentrer le débat. Pourquoi il faut le recentrer? Parce qu'il est question de croissance inclusive. Et quand on dit croissance inclusive, le mot inclusif n'est pas qu'un adjectif. Parce qu'un adjectif, c'est un propos jeté. Ça s'appelle jette. On l'ajoute et on le jette à côté du propos. Mais ici, dans ce qui est adjectif inclusif, l'inclusion est le cœur de notre problématique. J'ai vu depuis hier, les débats se passent, mais les débats se passent comme si on avait à discuter de la croissance en général. Or, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la croissance inclusive. Et je reviens sur ça. Et c'est pourquoi la question des PME, toutes les questions qui soulèvent sont extrêmement importantes, mais il faut qu'on aille au fond des choses. Première chose, donc la croissance inclusive. De quoi il s'agit, je reviendrai dessus. Pourquoi votons des réformes? Parce que tout simplement, dans le cadre de l'action collective, ce que l'on appelle des institutions ne sont rien d'autre que des règles du jeu. Et le changement de ces règles du jeu, c'est ce que l'on appelle des réformes. Donc aujourd'hui, il est question de s'interroger sur les règles du jeu, les systèmes d'incitation qu'il faut changer, afin que, effectivement, à la fin, qu'on ait une croissance qui soit inclusive. Ne regardez pas votre nom, écoutez-moi, c'est dit. Alors, donc, quand vous avez quelque chose comme ça, et vous dites l'inclusion, mais c'est quoi une croissance inclusive? Une croissance inclusive, c'est une croissance qui va faire le minimum des pauvres, d'ailleurs qui les réduit, et qui va faire le minimum d'inégalité. Un peu. Il y a un souci de qualité en disant, je n'ai pas envie de faire du 17%, du 60% de croissance pendant une année en excluant, en faisant de plus en plus de pauvres, en faisant de plus d'inégalités. Vous voyez, le truc des moyens entrées, mais on verra. Donc, première chose, c'est que les sources de l'exclusion, quand tu fais de la croissance, c'est des sources qui partent des revenus. Ça peut être des revenus du capital, ça peut être le revenu du travail, ça peut être l'interaction entre les deux. Et c'est sur les revenus du capital, le profit, comment ils sont taxés, comment ils sont menés, qu'il y a toute une politique à conduire, mais sur les PME. Et deuxièmement, il y a en plus, à côté des revenus, la question des patrimoines. Le patrimoine est une... Mais tout ce qu'on va faire, mais sur le capital et sur le patrimoine, il y a des sources d'inégalité et d'exclusion. Et troisième chose, ce dont on n'a pas parlé, c'est l'accès aux opportunités. Ça, c'est capital dans la logique d'une croissance inclusive. Et c'est pourquoi la question des situations de rente, il les a posées, je pense que c'est Alimansour qui l'a posée, elle est capitale, parce que c'est des assignations en résidence. Autrement dit, les réformes qu'il faut mener pour avoir une croissance inclusive, c'est d'abord combattre pour que l'école n'ait pas un lieu d'exclusion en plus, et donc qu'il soit un lieu d'intégration et une seconde chance. C'est au-delà des institutions universitaires, aller voir les situations de rente. Et donc, vous voyez que le problème, il est beaucoup plus complexe. Je pense à mon frère, je termine par ça. Je pense à mon frère, mais qui est là, mais qui était au ministère de l'Agriculture. Quand on écoute le débat au Sénégal sur la question de la croissance inclusive de l'agriculture, j'ai souvent entendu des gens dire, si on veut une croissance inclusive, il faut investir dans l'agriculture. Ça n'a absolument aucun sens. Ça dépend du mode de production, du mode d'accumulation, de formation des revenus dans l'agriculture. Je vous promets, Ibrahima Sall, qu'après la courte pause que nous allons avoir tout de suite, nous reprendrons par vous. Je voudrais simplement rappeler à ceux qui nous retrouvent à l'instant que nous sommes à la 2e édition du Forum de la recherche économique et sociale et que tout à l'heure, le public aura la possibilité de poser 2 ou 3 questions avant la fin de ce programme spécial. Allez, à tout de suite. À cette 2e édition du Forum économique et social, justement, toute la problématique se trouve à ce niveau. Comment dégager les réformes pour une croissance inclusive? Et là, Monsieur le ministre Eladji Ibrahima Sall l'a posé pratiquement à contrario. Comment éviter l'exclusion? Il était parti sur certains détails qui nous permettraient justement de ne pas exclure certaines couches de la société par rapport notamment au vaste chantier de la formation. Alors, peut-être qu'il ne veut pas y revenir tout de suite,
Je vais remettre plutôt la parole à Ali Mansour, qui, lui, parle des petites et moyennes entreprises en termes de fiscalité qui ont des soucis. Mais est-ce qu'à la base, justement, il ne faut pas prendre en compte ce que El Hadj Ibrahima Sall dit, à savoir ne pas forcément se renfermer sur l'agriculture, uniquement sur un seul secteur, sur un seul domaine, et comme s'il y avait des éléments qui ne rentraient pas en ligne. Il a absolument raison dans tout ce qu'il a dit, et surtout, j'espère qu'il sera d'accord avec moi, je pense que l'élément le plus important dans cette intervention, quoique tous ces points sont valables, mais pour moi le point le plus important, c'est ouvrir les opportunités. Et ouvrir les opportunités, il a absolument raison, ça doit commencer par l'éducation, mais au-delà de l'éducation, une fois que les gens sont entrés dans le marché du travail, il faut qu'ils aient des moyens d'augmenter leurs conditions de vie. Et c'est pour ça, si on pense à l'inclusion, qu'est-ce que l'inclusion veut dire en termes concrets et pratiques? C'est que quelqu'un peut améliorer sa situation économique en ayant soit la possibilité pour ceux qui veulent être entrepreneurs d'être un entrepreneur, et pour les autres d'être employés par ceux qui veulent être entrepreneurs, et employés avec des salaires qui sont plus importants que les alternatives qui existent aujourd'hui. Donc, c'est comment rentrer dans cette dynamique. Ça commence par l'éducation et la formation, mais ça doit aussi reposer sur un environnement qui est incitatif. Il faut un système fiscal incitatif, mais un système fiscal incitatif ne veut pas dire qu'on ne paye pas de taxes. Il faut financer l'éducation, il faut financer les autres services publics. On fait l'économie pour avoir une bonne société. L'économie est un moyen, l'économie n'est pas un objectif, c'est le social qui est l'objectif. Mais pour le faire, il faut pouvoir financer. Donc la question, ce n'est pas si on taxe, la question c'est comment on taxe. Alors, il faut un système qui est incitatif, et le système incitatif, ça veut dire des taxes payées par tout le monde. Un des problèmes, pas seulement au Sénégal, mais dans beaucoup des pays qui n'ont pas complété le voyage que les tigres asiatiques ont fait, et une des réformes que ceux qui ont pris ce chemin ont réussi, c'est de s'assurer que tout le monde paye sa part des taxes. Deuxièmement, il faut que ce soit un système simple, transparent, parce qu'un système compliqué, ce n'est pas difficile pour une grande entreprise, mais une PME, le coût de pouvoir être en conformité avec un système compliqué est trop élevé. Donc, la simplicité et la justice sociale, où chacun paye sa part, deviennent des éléments importants. J'insiste que je parle du système d'imposition parce que c'est dans le domaine du fond, et nous avons donné une assistance pour commencer ces réformes, et nous discutons aussi avec le gouvernement comment continuer et construire sur ces réformes, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut aussi tous les autres éléments dont les collègues ont passé. Donc vous avez l'impression que vous n'êtes pas toujours écouté? Au contraire, nous avons l'impression que nous avons une excellente relation avec les autorités sénégalaises. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois que si on regarde, on voit qu'il y a un très bon dialogue et qu'il y a beaucoup de progrès. Et j'ai dit qu'on a fait le premier kilomètre. On ne peut pas compléter le voyage de 1000 km si on a mal commencé le premier kilomètre. Il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas commencé. La bonne nouvelle, c'est que le Sénégal a commencé, bien commencé, le premier kilomètre, mais il y a un long chemin, et je pense qu'il y a un dialogue très constructif entre le gouvernement et le FMI et les autres partenaires aussi, la Banque mondiale, la BAD, les autres partenaires du Sénégal. Et autour de ce dialogue, il faut adapter les leçons des pays qui ont réussi au niveau international aux spécificités sénégalaises. Et je pense qu'il y a un très bon dialogue. Maintenant, autour de ce dialogue, il faudrait que le capital politique soit mobilisé en faveur des réformes qu'on discute ici, qui vont amener à la croissance inclusive, qui veut dire surtout l'emploi avec des salaires intéressants pour la masse des jeunes. Parce que la majorité ne veulent pas être entrepreneurs. La majorité veulent un emploi qui est bien rémunéré. Sans ça, il n'y a pas de croissance inclusive. Et ça pose le problème de formation. Mais pour que ces gens puissent être employés, il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour les jeunes qui veulent être entrepreneurs, qu'ils peuvent être des entrepreneurs qui vont réussir pour employer les autres jeunes. Et ça pose le problème de la formation dont parlait tout à l'heure M. El Hadj Mansour. Mais quand on parle d'environnement incitatif, justement, je me tourne vers le directeur de l'environnement des affaires à la PIX.
En 2012, si mes souvenirs sont exacts, vous parliez de 56 réformes uniquement pour inciter l'environnement des affaires, sauf erreur de ma part. Vous en êtes à combien? Je pense qu'il est important peut-être de bien camper, parce que le processus qu'on est en train de mener de façon globale, il faut camper et avancer parce que sur le plan fait Sénégal émergent, minutes. c'est surtout pour qu'on... Parce qu'on est dans une chose comme si on est dans des trucs de recommandation, alors qu'aujourd'hui, il y a un processus de co-construction qui a démarré et qui, je pense qu'on a capitalisé sur certaines erreurs, surtout en termes de réforme. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, en 2012, c'était de dire on passe dans des programmes de planification triennale de réforme. Donc, on avait la première phase du programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité qui a été lancée, avec 56 mesures qu'il fallait réaliser entre 2012 et 2015. Ce processus aujourd'hui est bouclé et évalué. On était en taux d'exécution de 90%. Mais c'était les premières réformes de ce que nous on parlait de variables d'entrée. C'était les règles de simplification sur la création d'entreprises, les permis de construire. Tout ce qu'on a essayé de lancer les téléprocédures, de lancer le processus de mise en place d'une justice commerciale et de lancer surtout ce qui est aujourd'hui important, essayer de desserrer sur le foncier. Si vous regardez dans le foncier, on était dans des taux de taxation autour de 20%. Aujourd'hui, on est des taux de taxation inférieurs à 10%. On est aujourd'hui, si vous regardez dans tout ce qui est aujourd'hui justice commerciale, avant les processus de faire de la médiation par la conciliation qui était connue des Sénégalais, mais n'était pas connue dans la norme juridique sénégalaise. Elle a été introduite. Je pense que c'est ça qui a valu un peu les premières séries d'attractivité qu'on a vues dans le pays. Et nous qui suivons l'investissement privé pendant cette période, elle a été scindée, puisqu'on parle d'inclusivité, c'était 70% d'investissement par des Sénégalais domestiques, à peu près 30% pour les étrangers. Et on voit qu'on était dans des trends de 10% de plus de taux de croissance sur l'investissement privé. Aujourd'hui, on a fini de formuler la deuxième phase du programme de réforme qui va entrer dans ce qu'on a appelé, ce que souvent les gens appellent les réformes structurelles, qui vont regarder deux aspects. Je pense que c'est aller beaucoup plus sur la simplification des systèmes de tarification des règles. Parce que la première chose, on pense quand on est, c'est l'administration, mais on a ce qu'on appelle les délégataires des administrations, quand vous allez voir un transitaire, quand vous allez dans une banque, les services bancaires. Donc, c'est ces variables aujourd'hui qui vont être simplifiées et qui sont en cours de simplification pour permettre, je vous donne un exemple, je pense, Mansour l'a dit, pour les PME, un exemple simple pour que vous puissiez voir. Le seul fait de permettre que les biens meubles des PME peuvent être nantis par la législation. L'année dernière, on a pu permettre à des PME d'avoir 250 milliards de financement. Et c'est ça aujourd'hui qui a permis tout ce que vous voyez en termes d'équipement de location longue durée sur les voitures. C'est des règlements de réforme qu'on a fait. C'est ça qui permet aujourd'hui que dans l'agriculture, que les gens peuvent s'équiper à des taux beaucoup plus réduits. Donc aujourd'hui, je finis, c'est une série, parce qu'on est contraint, on part de loin, je pense que Ali a dit. La première phase, c'était de donner des signaux de simplification par l'administration. La deuxième phase, aujourd'hui, c'est tout ce qui va impacter les coûts de transaction, les coûts de productivité. Et la troisième phase, et la troisième composante, et je pense que ça c'est hyper important sur lequel, c'est l'ouverture des secteurs aujourd'hui, où c'est des secteurs réglementés. Nous avons commencé par les télécoms. Aujourd'hui, tout ce qui est fournisseur d'accès, la réglementation a été simplifiée. Bientôt, on aura 3 ou 4 fournisseurs, donc la question va se poser. Il y a des réflexions en cours dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, où le secteur n'est pas fermé, mais il y a ce qu'on appelle des minimums de protection où le national doit qu'on investir. Et maintenant, je pense que c'est important aussi qu'un État aussi, il y a une dose, puisqu'on parle d'inclusivité, de protection que l'État peut se prévaloir. Mais il y a toute une réflexion en interne. Et je pense qu'il y a une année, on avait eu un séminaire de 2 semaines à Washington sur ces questions de fond. C'est pour rassurer aux gens. Au niveau gouvernemental, aujourd'hui, ces questions sont adressées. Nous savons qu'on ne peut pas régler les questions rapidement, par exemple en 2 ans, 3 ans, mais c'est sérieux. Mais que c'est progressif. C'est sérieux sur des séries de 3 ans. On l'évalue directement. On ira bientôt dans un conseil présidentiel de l'investissement où on sortira les 2 ans les choses à faire. Et je finis parce que je pense que c'est important, parce que vous avez actuellement, avec le patronat, on est à Saint-Louis, on est en train de lancer les plateformes d'investissement qui vont être aujourd'hui des espaces dans lesquels le secteur privé local n'aura plus besoin de venir à Dakar pour faire des démarches administratives. Donc c'est par série, vous aurez l'occasion de revenir, c'est par série, et donc il y a des choses qui sont faites parce que ceux qui nous regardent devraient pouvoir tirer profit, au moins comprendre le lien entre le discours gouvernemental et l'impact qu'on peut avoir sur le terrain. Alors,
Monsieur Ibrahim Assal, vous voulez bien prendre la parole maintenant pour revenir, parce que je vous ai vu hocher la tête tout à l'heure, ça veut dire vous êtes d'accord pour la cadence et qu'on avance et que finalement, pour la série qui nous reste, on est bien sur la route de l'émergence. Vous savez, c'est très compliqué les réformes. Et les réformes, c'est une cohérence. Les réformes, c'est un tout. Et les réformes, c'est profond. Donc, bon, je ne peux pas, a priori, parce qu'il y a des réformes de simplification, dire que c'est l'ensemble des réformes qu'il faut mener dans le pays. Je donne par exemple un exemple très simple, mais sur l'organisation économique de notre pays, il y a des réformes de fond qui ne sont pas faites et qui auraient dû être faites. Sur la réforme de l'État, sur la façon dont on recrute les fonctionnaires, la façon dont on fait les incitations. Est-ce qu'on nomme des directeurs d'agence et des directeurs de services parce qu'ils sont compétents, parce que c'est la suite d'appel d'offres, ou est-ce qu'ils sont des objectifs opérationnels, ou bien ils ont la carte politique, ainsi de suite. Donc, vous savez, j'ai beaucoup de... Donc, sur le chemin de l'émergence, le premier point que j'ai, et qui est mon problème principal, c'est que depuis 20 ans, l'État dans ce pays a été affaibli. Et je pense que les ambitions économiques que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas l'organisation ni l'État qu'il faut pour mener ces réformes. Même pas avec le PSE. Mais le PSE ne change rien du jour au lendemain. L'état des forces réelles d'un pays, de sa démographie, de son éducation, de l'école, de son système judiciaire, il n'est pas changé par un mot. Enfin, je pose la question. Et ce que je veux dire justement... Non, attendez, mais le PSE, c'est moi qui ai fait le contrôle de qualité du document actuel du gouvernement. Donc je suis bien au courant de ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un plan est un plan, c'est un document. Mais une fois que vous avez fini de le ranger dans le tiroir, quand vous devez le mettre en exécution, vous avez besoin d'une organisation. Vous avez un plan de passage de bus toutes les 15 minutes. Si derrière, vous n'avez pas un policier qui empêche qu'un camion bloque la circulation, votre plan n'arrivera pas. Et la question de l'organisation qui doit porter le plan est une question essentielle pour moi. Et les réformes doivent commencer par là. Et il y a Donc pour moi, les procédures administratives, tout ça c'est très bien. J'ai suivi les réformes. Et d'ailleurs, je dis en passant que l'APIX a été ma création. C'est moi qui l'avais proposé dans un conseil national en 1988 avec l'acronyme d'APIX. Donc ça c'est important ce que l'APIX fait. Mais ce n'est pas l'APIX et les simplifications de l'APIX qui vont faire démarrer le pays sur le chemin de l'émergence. Mais c'est un problème global. Et la question simple, mais c'est par exemple, mais la question de l'indépendance de la justice, elle est capitale. Même la justice commerciale, c'est important. Et donc vous avez plus de 150 réformes, à mon avis. Même le PSE, mais quand on le finissait, vous saviez combien il y avait de réformes structurelles? 154 exactement. Et aujourd'hui, il y a une liste qui est gérée par l'APIX sur le secteur privé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question de l'émergence, mais c'est une question globale, holistique, et il faut qu'on soit d'une cohérence et d'un seul tenant, mais sur la chaîne de toutes les décisions, macro-décisions, micro-décisions, mais décisions méso, il faut que tous se tiennent et soient d'un seul tenant. Alors, s'il y a des désorientations dans la navigation, c'est que les chercheurs peut-être ne sont pas très bien écoutés, professeur Abdoulaye Diagne. Vous avez semblé indiquer dans l'une de vos présentations à ce forum que le taux de pauvreté, même s'il avait réduit, était encore très élevé. Vous étiez à plus de 40%, je crois. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait investi tout ce qu'on a mis dans les petites et moyennes entreprises, tout ce qu'il y a eu comme mesure de défiscalisation pour ces PME ou pour faire éclore les opportunités, et qui est toujours un taux de pauvreté aussi fort? On n'avance pas beaucoup, ou alors on n'avance pas très vite. La dernière enquête dont on dispose sur la pauvreté remonte à 2011. Donc nous n'avons pas les derniers taux de chiffres. pauvreté pour les 2 dernières années. Donc nous ne pouvons pas savoir si réellement cette croissance ou d'autres actions qui ont été prises par le gouvernement ont fait baisser significativement le taux de pauvreté. Ce qui montre la nécessité d'avoir aussi un appareil statistique efficace qui fasse des enquêtes sur une base régulière de manière à... Et ça fait partie des faiblesses du système. Oui, je pense qu'il faut vraiment investir dans ce domaine parce qu'une économie est complexe. On a besoin de beaucoup d'informations pour le pilotage
Et si on reste 6 ans, 7 ans, avant de faire juste une enquête sur les conditions de vie des ménages, je crois qu'on aura du mal à avoir un pilotage assez fin de l'économie. Mais si nous avons réellement une croissance dans un certain nombre de secteurs, nous pouvons présumer qu'il y aura un impact significatif sur la majorité de la population. En revanche, quand vous avez une croissance concentrée, par exemple, sur les télécommunications, c'est sûr que l'impact sur la majorité des Sénégalais sera limité et donc la capacité de cette croissance à tirer beaucoup de ménages, beaucoup d'individus de la pauvreté, cette capacité est relativement faible. Est réduite. Et donc, quand on parle de chiffres, généralement, dans les ménages ou chez la ménagère, professeur Aboukan, vous entendez les gens dire on ne mange pas la croissance, parce qu'on a besoin d'avoir mieux, beaucoup mieux que ça. Et dans le diagnostic qu'on a déjà posé en 40 minutes, on en est venu au fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'emprunte l'image d'Ali Mansour, sur 1000 km, on n'en a fait qu'un seul. Bon, je ne peux pas confirmer ni infirmer par rapport à la distance, mais je puis dire que si les gens disent que la croissance ne se mange pas, c'est parce que quelque part, on a une rupture du lien entre les indicateurs macroéconomiques et le vécu des populations. Et le principal enjeu ici de l'inclusion financière, à mon avis, c'est de pouvoir générer des revenus. C'est-à-dire l'emploi, à mon avis, c'est le principal canal par lequel on peut, disons, avoir une bonne inclusion. Maintenant, dans notre pays, le problème c'est que nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de politiques que nous mettons en œuvre, mais il ne faut pas oublier que compte tenu de la diversité des profils que nous avons, il faut non seulement réformer, mais les gens qui sont dans certains secteurs, comme l'agriculture et l'informel d'une manière générale, en tout cas, il faut les trouver là où ils sont, les soutenir, et maintenant avoir d'autres politiques pour les nouveaux venus. Parce que c'est différentes cohortes que nous avons. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous prenez l'agriculture aujourd'hui, vous constatez que la productivité totale des facteurs est très faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de beaucoup de modernisation de l'agriculture. C'est bien, je suis parfaitement d'accord. Il faut que ça s'accompagne aussi avec une augmentation de la qualification des agriculteurs même. Avant maintenant de venir au système de formation, où c'est des jeunes qui n'ont pas encore accès au marché du travail, parce que n'oubliez pas que le principal problème que nous avons au Sénégal, c'est le premier emploi. C'est-à-dire le premier emploi. Parce que les gens qui ont déjà eu un premier emploi, même s'ils le perdent, on peut penser qu'ils peuvent avoir une certaine expérience qui leur permet, en tout cas, de revenir sur le marché ou de créer leurs propres opportunités. Ce qui m'amène à dire quoi? À dire que la flexibilité du marché du travail, c'est une chose très importante pour que les entreprises soient moins réticentes à embaucher certains jeunes. Alors, je m'avais aussi embrayé sur la question de l'informel que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que si on se réfère à aux derniers chiffres que l'ANSD a publiés sur le recensement général des entreprises, on voit toute la place que l'informel occupe dans l'économie. On parle beaucoup de modernisation du secteur informel. Là, c'est peut-être pour des raisons liées à la fiscalité, mais je crois qu'en dehors ou au-delà de la question de la fiscalité du secteur informel, on doit pouvoir aussi adresser la question des conditions de travail. Parce que si vous regardez même les résultats de cette enquête, l'un des principaux problèmes qui ont été soulevés, c'est les problèmes des conditions de travail, l'absence de local par exemple. L'État pourrait être amené à aménager, disons, des conditions de travail ou des lieux de travail. Vous avez écouté tout à l'heure, quand on avance dans le débat, vous avez écouté El Hadji Ibrahima Sall. Le problème n'est pas la vision. Visiblement, il y a un capital d'idées forces qui sont mises en place et toute la problématique est dans la mise en œuvre. On avance peut-être, si je m'en tiens à ce que
Mamadou Lamine Ba a dit tout à l'heure, il y a des contraintes, pour reprendre l'expression du professeur Abdoulaye Diagne, mais tout est dans la mise en œuvre. Vous qui observez les réformes, particulièrement les réformes budgétaires même, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? On est réfractaire à quoi? Une certaine mentalité de développement? Non, je crois que dans la mise en œuvre, peut-être il n'y a pas un problème majeur. Hein. Moi, je ne partage pas forcément le nombre de kilomètres. L'avis du FMI. Maintenant, on peut dire que dans le ressenti des populations, moi, ça, je suis d'accord par rapport à cela. Mais dans la mise en œuvre, évidemment, si les populations ressentent... quand vous prenez la première phase du PREAC, le programme de réforme de l'environnement, des affaires de la compétitivité, comme l'a dit M. Ba tout à l'heure, on a un taux d'exécution de 90%. Donc, moi, je me fie à ces chiffres. Si on dit taux d'exécution de 90%, on ne peut pas dire que c'est faible. Maintenant, dans la deuxième phase qui vient de démarrer, il y a aussi un certain nombre de réformes qui sont visées, et nous savons que la voie de l'émergence, c'est une voie qui est très longue, c'est un chemin qui est très long. On le sait. D'ailleurs, c'est l'une des raisons Le Sénégal a un horizon. Hein. Oui, pour lesquels on n'a pas dit 2020 ou 2025, on a 2035. Vous croyez que c'est très loin? Maintenant, non, je ne dis pas que c'est loin. Pour d'autres pays, c'est un peu moins. C'est un peu avant. Ce que je veux dire, par là, tout simplement, c'est que nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand on évalue, disons, ce qui a déjà été fait, je crois qu'en ajustant avec les nouveaux programmes, on pourra peut-être améliorer les situations que nous enregistrons dans les différents indicateurs sociaux, parce que là c'est important. Et je voudrais finir avec le problème de l'inclusion financière aussi, qui, à mon avis, est une question centrale par rapport à l'inclusion d'une manière générale. Quand on parle de croissance inclusive, si vous prenez le Sénégal, on a un taux d'inclusion financière, un taux strict de 18%, à peu près en 2016. Si on prend le taux élargi, on est autour de 45%. Ce sont des chiffres actualisés. Oui, ce sont des chiffres de la BCEAO, ce que je vous dis là. Et même la Banque mondiale a sorti des chiffres pour dire qu'il y a 6 millions d'adultes au Sénégal en 2016 qui sont exclus du système bancaire formel. Donc là aussi, c'est un frein au développement, parce que les gens n'ont pas toujours accès, disons, non seulement à l'information financière, mais même au financement. Donc là aussi, c'est un problème qu'il faut adresser. Et de ce point de vue, il y a aussi des choses qui sont en train d'être... D'accord, professeur Aboukane. Et vous faites bien de parler d'autres pays ou de la Banque mondiale, parce que Paolo Zakia, qui lui a vécu quand même d'autres expériences ailleurs, pourrait peut-être voir qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici. Il y a le programme Sénégal émergent, et vous avez écouté tout à l'heure Mamadou Lamine Ba. Il y a toute une expertise qui est dégagée sur le terrain, avec une vision pratiquement alléchante. Et le problème, c'est au niveau de la mise en œuvre. Comment les autres ont fait? Vous avez été au Kenya, vous avez vu la Tanzanie, et vous devez connaître le Ghana, qui est un exemple, visiblement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 3 éléments qui caractérisent les pays qui arrivent à bien mettre en œuvre. Un peu ce qu'a dit l'ancien ministre, la cohérence. On dit en démocratie, les votes se comptent et se pèsent pas, mais la réforme, c'est le contraire. Ça se pèse et ça se compte pas. Donc quand moi, on me dit 80% d'exécution, ça ne veut pas dire beaucoup, parce que peut-être dans le 20%, il y a vraiment ceux qui allaient vraiment déclencher la croissance. Hein. Donc il faut vraiment avoir la capacité de mettre la priorité, l'accélérateur où vraiment où ça blesse, où le bas blesse pour le pays, pour le producteur et tout ça. Et ça, il faut commencer à le faire. C'est-à-dire que si on dit pour le Sénégal, par exemple, que nous consommons beaucoup de riz et qu'il faut avancer, il faut qu'on voit le changement au niveau de l'arrêt de l'importation du riz, par exemple. Mais au niveau des réformes, par exemple, le gouvernement a bien fait, par exemple, nous pensons dans l'arachide, de permettre aux petits producteurs de pouvoir vendre à l'extérieur à des prix plus élevés et de ne pas vraiment sacrifier le petit producteur pour une politique globale de transformation qu'on faisait payer sur le dos du petit producteur. Ça, c'est une réforme que le gouvernement a bien fait et qui a eu de l'impact et qui c'est seulement une réforme, vraiment permettre aux petits paysans sénégalais de l'arachide d'avoir accès à des prix internationaux beaucoup plus hauts que par le passé. Ça fait venir du revenu tout de suite sans augmenter de la productivité. Donc c'est ce genre de réforme que même dans les PME, dans la fiscalité, il faut trouver. La deuxième chose qu'il faudrait vraiment faire, c'est aussi trouver la complémentarité entre les réformes. Parce que si tout le monde fait un peu de réformes, après, il n'y a pas vraiment de synergie. Donc, il va y avoir un pilotage beaucoup plus serré de ces réformes, je pense, dans le futur. Parce que
Le Sénégal a fait plus qu'1 kilomètre. Je vais être un peu plus généreux. Je suis d'accord avec le concept qu'il a fait 20 kilomètres. Mais c'était du plat. Et ce qui se passe, c'est que d'habitude, je pense qu'a dit le collègue de l'APIC, c'est au début, on fait les choses les plus faciles parce que c'est les plus immédiates. Mais donc maintenant, la route, elle va être en montée pour les réformes. Ça va être beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre. Il y a beaucoup plus d'intérêts qui vont être capturés, mis à mal par ces réformes. Et donc, c'est là qu'il va falloir accélérer parce qu'on sait quand on va en pente, il faut accélérer, changer de vitesse. Et c'est ça le vrai défi des prochaines années. Comme disait un Premier ministre au Sénégal, il faut accélérer la cadence. Je voudrais m'adresser à Mamadou Lamine Ba au sujet de ces chiffres, parce qu'il dit très bien, on peut dire qu'on a avancé, on peut dire 80%, mais qu'on ne soit pas sur ce qui est essentiel, et que la cadence doit se mesurer sur ce qui impacte véritablement les changements au niveau de la vie sociale. Oui. Et vous êtes à la PIX, les grands travaux sont déterminés parfois par le chef de l'État. Est-ce que c'est parce qu'il y a une orientation politique quelque part? Je pense qu'il y a une orientation politique. Il y a un souci, je pense, de cohérence, d'avoir une complémentarité entre les grands travaux qui se traduisent un peu par une partie investissement public pour voir comment permettre que l'investissement privé se dégage. Et aujourd'hui même, il y a cette vision de dire comment co-associer même le privé et le public dans le financement des investissements publics. Ce qu'on a essayé de faire par les partenariats publics-privés, avec dans un souci même de transfert de technologie, de captation d'innovation. Et de pouvoir aujourd'hui, quand on regarde tout l'écosystème que par les investissements publics qu'on veut faire générer dans Diamniadio dans 5 ou 7 ans, ça a des conséquences de dire aujourd'hui, je prends un exemple, quand notre collègue de la banque dit oui, il y a des choses essentielles de faire les réformes. On prend la réforme foncière. On sait que la réforme foncière, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur un horizon de 2-3 ans. Donc, horizon de 5 ans dégagé, mais il faut trouver des quick wins. Donc, non, il faut. Quand est-ce qu'ils ont commencé? C'est oui, 2 ou 3 ans. Je vous dis là, parce que je préfère mettre les mots dans les réformes que vous dites pour vous montrer qu'on les connaisse, qu'on est en train de travailler dedans. Si je prends la réforme foncière, et je pense qu'on a dans la salle des gens qui sont membres, la problématique quand elle s'est posée et le diagnostic était fait en 2012, c'était de dire depuis 1984 qu'il y ait eu la première, ou 1976, la première, de dire qu'il nous faut réfléchir comment changer notre philosophie de la réforme, de la gestion du foncier. Parce que c'est une philosophie qui a été au niveau de l'indépendance, de dire on ne développe pas beaucoup la question de la propriété privée dans le foncier. C'était une option. Ça nous a amené pour 50 ans quelque chose, on ne sait pas. Ce que peut-être ça a réussi, c'est qu'aujourd'hui, on connaît que tout un domaine est encore une réserve pour l'État. Donc c'est quelque chose qui peut être valorisé en termes de patrimoine. La réflexion qui a été faite, c'était de dire, OK, on fait quelque chose à 2 temps. On essaie de dire aujourd'hui, sur ce qui est déjà dans le commerce, il y a 2 problématiques que les gens se posent. C'est le problème d'accès au titre de propriété. Il faut simplifier le processus dans ce qui existe en termes de titres privés. La deuxième chose, il faut aller maintenant vers des zones dédiées, aménagées. Et aujourd'hui, avec vos collègues, on est en train de travailler sur les questions d'agropole, pour la question de l'agriculture, pour libérer un peu la question foncière. Et les premiers, si on regarde ces 2 ou 3 dernières années, c'est au minimum, de façon contrôlée avec les populations, des installations certaines qui ont permis au secteur de l'horticulture de développer les exportations. Le troisième niveau sur lequel on est en train de travailler, c'est la réforme globale. Aujourd'hui, l'option politique a été déposée par le comité et nous pensons dans les 2 ans à venir, c'est pour ça qu'on parle de deuxième phase, il faut aller de voir maintenant comment réorganiser ça en termes juridiques. Quand on est d'accord sur la philosophie du foncier, comment et maintenant, quelle est la réforme en termes de bloc foncier? Quelle est l'administration? Amène de mieux gérer ces choses. Et je pense que c'est à peu près cette philosophie de se dire aussi, parce que quand nous avions la première année fait le diagnostic avec les populations, on s'est rendu compte sur le foncier au Sénégal, les gens n'ont même pas la même perception du foncier. Et donc ça pose une problématique. Quand quelqu'un... Je finis parce que je pense que c'est important sur ça. Non. C'est important de montrer, parce que sinon, on est dans un débat qui est assez contradictoire, mais c'est important de montrer certaines sensibilités pays. C'est-à-dire que le Sénégalais de la côte ouest, si je parle, le Lébou, si je prends, vous m'interrogez, sa perception du foncier n'était pas la même chose quand on prend quelqu'un qui est du centre. Dès qu'on lui parle de cession, ils n'ont même pas la même réaction. Et ça nous a rendu hyper prudents sur la question de la réforme foncière. Et de se dire qu'il faut aller inventer. Et donc, il y a beaucoup de paramètres culturels, sociologiques,
qu'il faut prendre en compte dans ce que vous dites. Ce n'est pas pour vous interrompre, mais simplement que nous nous étions promis de donner la parole au public. Voyez-vous, nous sommes à 55 minutes. Nous tentons de répondre à la question principale, quelle réforme pour une croissance inclusive? Et nous n'avançons pas beaucoup peut-être au niveau des réformes, mais nous avançons dans le débat, parce qu'on commence à se comprendre si on réalise, comme le chercheur Didier Van Wonderlert, que les réformes qu'on répète tout le temps sans les mettre en œuvre effectivement sont des refrains. Merci donc de nous suivre à la deuxième édition du Forum économique et social. Et dans ce programme spécial, nous tentons de répondre à la question « Quelle réforme pour une croissance inclusive ?» Nous avons posé un diagnostic, nous avons parcouru le chemin que le Sénégal a déjà parcouru jusqu'ici en voyant quels pourraient être les blocages d'ordre politique, économique, sociologique qui empêchent d'accéder à l'inclusion et surtout d'élever le pays à l'émergence à l'horizon 2035. Maintenant, la parole au public. Évidemment, nous ne serons pas exhaustifs pour ce qui est du public parce qu'on peut prendre 2 ou 3 intervenants. La parole à qui veut la prendre? Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le secteur privé qui doit tirer la croissance économique. Et ce secteur privé au Sénégal est composé de plus de 90% de petites entreprises. Et plus exactement, il y a une semaine, les résultats du RGE, du recensement général, ont montré qu'au Sénégal, 99,8% des entreprises, c'est des petites entreprises. Donc, je crois que si le secteur privé doit tirer la croissance, doit permettre vraiment d'atteindre les PSE, on ne peut pas ne pas tenir compte de cette frange importante de la population des entreprises qui sont les PME. Mais si on fait le diagnostic, malgré leur importance numérique, les PME ne contribuent qu'à 40% de l'emploi et 26,7% du chiffre d'affaires et 22,4% de la valeur ajoutée. Et il a été montré que les PME représentent plus de 94% des PME, en tout cas, sont dans l'informel et ne participent qu'à hauteur de 64% de la création, n'est-ce pas, de richesse. Mais qu'est-ce qui fait que les PME ne peuvent pas contribuer d'une manière favorable à la création de valeur ajoutée? Bon, je vais être très bref. En tout cas, les éléments du diagnostic, parce que j'ai fait en tout cas ma thèse sur ces questions de l'environnement des affaires et la performance des PME, d'une manière très brève, en tout cas, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, c'est d'abord la fiscalité. Parce que qu'est-ce qui fait que les entreprises, 94% des PME préfèrent rester dans l'informel, c'est parce que la fiscalité n'est pas une incitative. Donc, il faut proposer des réformes sur le plan fiscal, n'est-ce pas, à travers des exonérations, avec une, comme on l'a fait dans les pays majeurs. Merci, c'est exactement la problématique qui a été posée tout à l'heure par Ali Mansour à l'entame de ce programme. On peut prendre un autre intervenant avec votre permission. Tout à côté. Moi, je vais aborder un peu la question sous un autre angle vraiment qui n'a pas été assez évoqué ici. Bon, quand on parle de la croissance inclusive, on ne peut pas ne pas parler des inégalités dans toutes ses formes, que ce soit dans l'éducation, la santé, etc. Alors, les études ont montré que ces différentes dimensions sont imbriquées. Quand on agit sur une dimension, forcément, il y aura des répercussions sur d'autres dimensions, éducation, emploi, etc. Mais ma question se résume ainsi. Tel que le système sénégalais se présente, mais est-ce qu'il est capable d'agir sur toutes ces différentes dimensions de la croissance inclusive? Parce que là aussi, ils ont montré aussi qu'on ne peut pas agir sur ces différentes dimensions de manière parcellaire. Il faut agir sur toutes ces dimensions simultanément. Est-ce que tel que l'économie sénégalaise se présente, est-ce qu'il peut agir sur toutes ces dimensions, sous-dimensions de la croissance inclusive? Merci. Merci infiniment. Un troisième intervenant. Bon, qui dit croissance inclusive dit aussi la réduction de la pauvreté. Bon, pour réduire la pauvreté, je crois que aussi les financements que nos banques attribuent auprès des populations, je crois que c'est à revoir. Parce que le fait de louer les fonds à la BCEAO à 2,5%, et aussi, comment dirais-je, de les revendre à plus de 10-12%. Bon, je crois qu'aussi ça ne va pas aussi faciliter la tâche à ces gens aussi qui ont des financements. Finalement, bon, je crois que ce sont les banques qui en profitent.
Je vous remercie. On parle de croissance et généralement quand on évoque ce terme croissance, on se rend compte que la majorité des Sénégalais vous disent exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure, que la croissance ne se mange pas. Parce que là, quand on s'arrête au terme croissance tout court, et je crois que c'est pourquoi aujourd'hui les économistes préfèrent y ajouter l'adjectif inclusif. Et c'est important, juste dans un débat comme ça, d'essayer de commencer par la définition de cette notion de croissance inclusive pour faire toute la différence justement entre la croissance tout court et la croissance inclusive. C'est ce que le ministre El Hadji Ibrahima Sarr a commencé à faire tout à l'heure. Et je crois que ça c'est fondamental pour camper ce débat-là. Et moi, je dirais justement que la croissance inclusive, elle se mange. Justement. Voilà. La croissance tout court ne se mange pas, mais la croissance inclusive, elle se mange. On a entendu beaucoup de notions ici tout à l'heure. On a parlé de réformes et j'ai l'impression qu'on veut démarrer les réformes à partir de l'année 2012. Les réformes datent de très longtemps au Sénégal dans ce domaine-là. Et je crois que déjà au début des années 90, on avait commencé cette politique justement pour pouvoir réformer, particulièrement au niveau de l'administration, en créant le comité d'allègement et de simplification des formalités et procédures administratives avec l'ancien ministère de la modernisation de l'État. Je crois que vous vous rappelez de cela. Et c'était dans la même perspective que ce que nous visons aujourd'hui avec le PSE depuis 2012. Donc je crois que c'est fondamental de camper cela pour que les Sénégalais quand même comprennent que c'est un processus qui a démarré déjà depuis très longtemps. Je suis d'accord avec le représentant du FMI quand il dit que nous avons un long chemin à faire et sur les 1000 km, nous avons entamé le premier kilomètre. Je crois qu'il a tout à fait raison. Il ne faut pas que nous entamons le PSE dans un esprit d'autoglorification. On n'a pas encore commencé sa mise en œuvre réellement et on a l'impression que le PSE est terminé, tout est arrangé et tout est réussi. Je crois que ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne mentalité pour pouvoir démarrer cela et espérer réussir ce programme-là, ce plan-là. Si on veut aller vraiment à une croissance à 2 chiffres, le PSE n'est pas un bâton magique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pourquoi justement on opte pour cette croissance inclusive. Cette notion d'égalité des opportunités que le ministre El Hadji Ibrahima Sarr a commencé à parler et qui a été reprise par le représentant du FMI fait toute la différence ici aujourd'hui. Je crois que les réformes que nous apportons, c'est intéressant, mais il y a des réformes qui ont un enjeu et un impact direct dans la réussite du PSE et d'autres qui ne l'ont pas. Parce que quand on parle de simplification des procédures pour l'obtention de l'autorisation de construire, combien de Sénégalais sont intéressés par cela? Combien de Sénégalais aujourd'hui sont en situation d'être demandeurs d'une autorisation de construire? Parce que tout simplement, ils n'ont même pas une parcelle pour construire, ça ne les intéresse pas. Mais si aujourd'hui on parle au sein de l'administration d'y apporter des réformes, comme vraiment pouvoir donner à tout le monde des opportunités égales, comme par exemple le mode de nomination aux fonctions publiques, ça c'est intéressant parce que ça c'est donner à tous les Sénégalais, quel soit leur niveau où ils se trouvent, la possibilité de pouvoir accéder à un emploi décent avec un salaire bien rémunéré, comme il l'a dit tout à l'heure. Merci, Dr. Seck. Le représentant du FMI. Merci pour cette contribution, elle nous est précieuse. Merci. Alors, il y a 2 autres intervenants qu'on peut prendre rapidement. Mon intervention va axer sur 2 points. Le premier, c'est une question. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que réellement l'aide aux pauvres permet-elle d'améliorer la productivité? Parce que quand on regarde le plan Sénégal émergent, l'aide aux pauvres, est-ce que ça permet d'améliorer la productivité? Parce que quand on regarde dans le plan Sénégal émergent, il y a dans une partie où on met la bourse de la sécurité familiale, une aide de 25 000 francs par 3 mois qu'on donne aux populations. Est-ce que vraiment cette aide-là pourrait-elle améliorer la productivité? La deuxième intervention, c'est quand on regarde la balance des paiements. On voit qu'en 2015, selon le rapport publié par la BCEAO, que le solde du compte capital était excédentaire et cet excédent était dû aux envois de fonds des émigrés. Donc, et si on voit actuellement ces envois de fonds, c'est destiné principalement à la construction de bâtiments. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une politique qui permettra d'encadrer ces envois pour des activités créatrices de revenus? Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions du public, en présentant toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu adresser leurs questions aux différents panélistes, le temps ne nous permettant pas d'aller en profondeur sur toutes les préoccupations, les unes, les autres. Mais pour vous, messieurs les panélistes, vous prenez 20 minutes pour réagir à chacune de ces questions et évidemment conclure, parce que ça va être simplement un tour de table.
Vous êtes 6 partenaires techniques et financiers, experts du gouvernement, chercheurs et anciens ministres, M. Aladj Ibrahima Sall. Et donc nous prenons chacun quelques minutes pour répondre. Ça nous permet de faire un tour de table et de conclure le programme spécial. Je commencerai par où nous avons commencé tout à l'heure, Ali Mansour du FMI. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons être d'accord sur deux choses. Que ce soit 1 km ou 50 km, ce n'est pas ça l'essentiel. Le point, c'est que, il y a eu un bon démarrage, et j'insiste, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne sont même pas sur la voie. Donc, le côté positif, c'est qu'on a bien démarré. Mais de l'autre côté, la majorité de ce qui reste à faire est devant nous. Donc ça, je crois que c'est le point essentiel, et j'espère que la discussion aujourd'hui clarifie un peu les pistes sur lesquelles on va aller. Je répète un peu ce qui a déjà été dit, simplement pour qu'on soit un peu clair. L'inclusion, la croissance inclusive veut dire, premièrement, on doit pouvoir voir qu'il y a une augmentation dans le nombre de PME et dans la valeur ajoutée que ces PME apportent. Mais le plus important, c'est qu'il y a une bonne distribution de cette distribution, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des emplois, le nombre d'emplois bien rémunérés doit aussi augmenter. Donc, le test pour nous, pour savoir si on est en train de bouger rapidement sur les 1000 km, c'est quelle est la vitesse à laquelle ces choses arrivent. La raison pourquoi moi j'avais dit 1 km, c'était un peu pour provoquer, mais pour dire qu'on est au début des débats, c'est si on regarde les 3 paramètres que j'ai dit, il n'y a pas tellement de progrès pour le moment. C'est pas grave dans le sens suivant. Il faudrait que le gouvernement commence à mener les choses. Il faut un investissement non seulement dans l'infrastructure, mais comme l'a été dit, et je pense que les questions qui ont été posées l'ont bien cerné, il faut un investissement dans le capital humain. S'il n'y a pas cet investissement dans le capital humain, et le capital humain, il y a 3 axes principaux. Évidemment, l'éducation, c'est le plus important, mais la santé aussi. Et finalement, il faut une solidarité sociale. Donc, pour ceux, et ça prend la question des bourses familiales, je pense qu'il faut aussi, pour ceux qui n'ont pas les capacités, qu'il y ait une assistance pour les permettre d'être productifs dans la société. Merci. Donc, ces éléments, oui. si vous permettez, allez-y. Ces éléments demandent une dépense. Et pour avoir une dépense, il faut avoir des taxes. Et c'est là, et j'insiste que ce n'est pas que le système d'imposition est le plus important. Mais premièrement, dans les domaines où le fonds peut assister l'effort du Sénégal à compléter ce voyage, les taxes sont dans nos domaines, les politiques sectorielles sont tout autant importantes que mon collègue de la Banque mondiale a évoqué, mais chacun aide où il peut. Donc, pour nous, le système d'imposition devient central, et le système d'imposition est essentiel parce que sans les ressources, on ne peut pas financer ce qu'il faut pour soutenir le processus. Et dans ce contexte, si vous permettez, je voudrais ajouter, j'ai premièrement dit que tout le monde doit payer sa part, et il faut un effort pour que ceux qui ont les capacités, ceux qui sont les plus avantagés dans cette société et ne payent pas leur part, il faudrait qu'on les fasse payer. Deuxièmement, il faut revoir les exonérations. Il y a trop d'exonérations. Les exonérations sont à plusieurs pourcentages du PIB. Et beaucoup de ces exonérations, les exonérations liées à des questions sociales ont peut-être une valeur et il faudrait bien les voir. Mais en général, les exonérations justifiées pour des raisons économiques ne sont pas efficaces. Ce qu'il faut au lieu de ces exonérations, c'est un système simple, transparent, juste, où tout le monde paye sa part à des taux raisonnables. Et donc ça, c'est un axe où on encourage le gouvernement de continuer le travail qui a été fait pour revoir ça. Et finalement, dans la plupart des pays émergents qui réussissent, ils obtiennent 2% du PIB de l'imposition de la propriété, qui encore une fois est une taxe solidaire parce que ceux qui ont les moyens payent le plus. Et je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais sans cadastre, on peut rapidement mettre des systèmes simples, comme l'a fait l'île Maurice, comme partie de ces réformes, où on peut immédiatement obtenir des ressources. Et ça, c'est aussi un axe que dans nos discussions avec le gouvernement, on les encourage à réfléchir.
Merci Ali Mansour, et rassurez-vous, ils verront la lune et pas le doigt. C'était une bonne image en tout cas, le kilométrage. Ça nous a tous amusés, mais ça nous permet surtout de comprendre ce que vous avez essayé de démontrer. Quand vous parlez de vitesse, ça nous ramène un peu à ce que disait Paolo Zacchia de la Banque mondiale tout à l'heure, à savoir qu'on peut avancer, mais il faut surtout gratter là où ça démange. Monsieur Zacchia. Tout à fait. Et je pense que c'est ça en termes, quand on parle de croissance inclusive, il ne faut pas mettre la croissance contre l'inclusion. Il faut les deux éléments pour réussir. Et pour la croissance, je pense qu'il faut vraiment que le pays arrive à se concentrer sur 2 ou 3 choses critiques vraiment importantes et ne pas se perdre en 100 000 choses, parce que tout est important, mais il y a vraiment les choses les plus importantes sur lesquelles il faut se concentrer, les réformes, et les faire fortement, de façon efficace. Et pour l'inclusion, je pense que c'est aussi important, il faut vraiment se concentrer sur les pauvres, parce qu'on n'inclut pas n'importe qui. L'inclusion, c'est vraiment pour les segments les plus pauvres de la population, ceux que M. Ndiaye disait, les 40% qui étaient les plus pauvres en 2011. Et quand on regarde les statistiques, par exemple, de l'éducation, on voit que la moyenne Sénégal est OK, bon, c'est pas super non plus, mais quand on regarde pour les 20% ou les 40% les plus pauvres, c'est dramatique, c'est dramatique. Ces gens-là, ils vont jamais pouvoir monter sur le train de la croissance, même au kilomètre 500, si aujourd'hui, on ne fait pas une politique ciblée vraiment pour les plus pauvres. Donc l'inclusion, c'est vraiment se concentrer sur les plus pauvres. Et la question, est-ce que les bourses familiales aident? On a des preuves vraiment irréfutables que les 2 et 3 premières années de vie des enfants ont un impact à travers la nutrition et la stimulation sur leur capacité à apprendre et à être actifs dans une vie productive fondamentale. Donc oui, les bourses familiales, si sont bien ciblées sur les plus pauvres, sur les gens qui ont des problèmes de nutrition, elles peuvent être fondamentales pour la croissance inclusive. Et ça répond évidemment à la question qui a été posée sur comment agir sur l'inclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout porter à la fois, qui embrasse trop mal étreint. Et ça marche, parce qu'il faut non seulement desserrer les contraintes, professeur Abdoulaye Diaye, mais surtout savoir exactement quelles contraintes on va desserrer pour pouvoir avancer. Sinon, on fera beaucoup de choses et on n'aura pas d'impact social, visiblement. Effectivement, il y a beaucoup de réformes à opérer, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut savoir hiérarchiser. Il faut savoir étaler dans le temps ces réformes en acceptant de s'attaquer aux questions essentielles. Je pense que le problème auquel on est confronté, c'est que chaque fois dans un domaine, on a à faire des arbitrages sérieux, on a des intérêts privés qui s'affrontent. Je crois que le gouvernement, c'était le cas des gouvernements précédents, mais ça n'a pas encore changé, marque le pas, hésite d'aller plus loin. On l'a vu avec le foncier. On ne comprend pas pourquoi la réforme, il y a un projet de réforme, mais on n'arrive pas à faire les arbitrages nécessaires. Vous prenez aussi d'autres, vous prenez les différentes branches de l'activité économique, ce que l'on constate, c'est que souvent, vous avez des situations soit de monopole, soit de quasi-monopole, et ouvrir ces branches à la compétition, à la concurrence, c'est des décisions qu'on a du mal à prendre. Je pense qu'il y a quelques réformes clés sur lesquelles il faut se concentrer. Par exemple, avoir une administration plus efficace, une administration débarrassée des considérations politiques pour vraiment l'orienter vers la production de ces biens collectifs qui assurent le développement économique et social du pays. Une phrase que vous soulignez en rouge, une administration débarrassée. Oui, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Dire aussi que le gouvernement a un programme ambitieux en matière d'investissement. Il y a une demande sociale, comme on dit, assez forte. Il faut des ressources. Ces ressources, il ne faut pas compter sur l'extérieur pour les avoir, en tout cas pour l'essentiel. Alors il faut qu'on ait le courage de dire aux Sénégalais, si vous voulez le développement, si vous voulez que ces biens collectifs soient mis en place, il faut que les Sénégalais en payent le prix. On ne peut pas être dans un pays où vous avez 2 ou 3% de la population qui paye par exemple l'impôt. Les 92%
18% n'en payent pas du tout. Il faut adresser ces questions, comme on dit, il faut les poser sur la table et faire les réformes qu'il faut. On peut citer d'autres domaines. D'autres domaines, mais je pense qu'il y en a 2 ou 3 des domaines clés sur lesquels il faut mettre l'accent pour arriver à des réformes qui vont avoir des effets sur bien d'autres domaines et faciliter les autres réformes à mener. Et c'est un chercheur qui parle. Vous l'avez entendu, professeur Aboukane, vous n'êtes pas moins chercheur, mais vous êtes conseiller technique à la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Vous l'avez entendu, se débarrasser des considérations politiques, prendre en compte les véritables besoins, la demande sociale. Et comme quelqu'un disait dans le public tout à l'heure, il est très précoce, c'est encore précoce cette victoire du PSE qu'on célèbre déjà. Je suis parfaitement d'accord si vous dites que les considérations politiques doivent être mises de côté. D'ailleurs, je crois que le PSE en souffre. Parce que dans la communication, par rapport au PSE, les gens disent que c'est le plan du président de la République. Alors, les Sénégalais, ceux qui ne sont pas avec le président de la République, pensent que le PSE ne les concerne pas. Ainsi de suite. Vous voyez, donc, le portage politique a un avantage, c'est que si c'est un plan qui est porté par le président de la République, cela peut aider, disons, à sa mise en œuvre. Mais l'inconvénient, c'est dans la communication. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sente que ce n'est pas un plan pour le président ou pour, disons, un régime. Mais il y a tout un bureau de suivi du PSE conduit par des hommes d'expérience. C'était une parenthèse par rapport à ce que j'ai entendu dans le public et même ce qui vient d'être dit. C'est parce que c'est le référentiel maintenant de la politique économique du Sénégal. Donc je crois que tout le monde doit considérer que c'est un plan pour les Sénégalais. Et que maintenant, tout le monde paye on peut maintenant, dans l'exécution, la mise en œuvre, avoir des réserves. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de chemin à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'en 2035, on est en 2017. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, par rapport à certaines questions qui sont posées, sur les bourses de sécurité familiale, je suis parfaitement d'accord avec Paolo, ce qu'il vient de dire, même si on peut améliorer, parce que je crois que ça a un impact certain qu'on a sur la nutrition et autres. Mais moi, je réfléchis plutôt sur la durabilité. Parce que les bourses de sécurité familiale, c'est 30 milliards par an. Alors, je me dis, le ciblage qui est fait pour donner ça à des familles. Alors, si on fait ce même ciblage pour des localités, et chaque année, prendre ces 30 milliards et créer des opportunités dans ces localités, à mon avis, ça peut être même plus durable que donner juste des bourses pour 5 ans et puis changer de réserve. Ça, c'est une réflexion que moi-même j'ai eue personnellement. Alors, la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est par rapport à l'extraversion de notre modèle de consommation. Là, on en parle beaucoup, mais je crois que c'est surtout un problème de disponibilité qui se pose. C'est moins un problème, disons, de mentalité qu'un problème de disponibilité. J'en veux pour exemple, nous, quand on était élèves ou étudiants, quand on disait que voilà, on va mettre tel cours en ligne, ou les gens disaient non, on ne pourra pas accéder. Parce que le problème c'était quoi? C'était l'Internet. On n'a pas Internet. Mais aujourd'hui, si vous avez Internet, vous utilisez WhatsApp, vous utilisez tout, on le fait actuellement avec les étudiants. C'est pour dire que même pour la consommation, si ce que les Sénégalais veulent était produit ici, je crois que, je ne dirais pas qu'on n'allait pas importer, parce que ça, il n'y a aucun pays qui n'importe pas. Mais au moins, il y a certains produits de base qu'on ne va plus importer. Donc c'est sur la qualité de la production locale qu'il faut jouer, d'où l'importance de créer un secteur privé national qui est compétitif et qui peut mettre sur le marché les produits dont les Sénégalais ont besoin. Et pour finir, conclure, oui. Pour conclure, bon, je suis en train de choisir sur lequel, parce que
il faut vraiment choisir. Il y a beaucoup de questions. Sur le franc CFA, quand même, je préfère ne pas en parler. La question monétaire. Voilà, les questions... Vous préférez ne rien dire, oui, parce que ce n'est pas... Voilà, les questions monétaires, moi, mon avis, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut sortir de la zone ou ne pas sortir. On sait que le fait d'avoir une monnaie qui est arrimée à l'euro n'a pas que des avantages. Il y a forcément des inconvénients. Ça, tous les chercheurs honnêtes peuvent le dire. Est-ce que vous voyez? Ça, je suis d'accord avec eux. C'est un débat qui est ouvert. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est justement avoir, disons, une marge de fluctuation, ne pas donc avoir un taux fixe, avoir une marge de fluctuation qui nous permet de faire des ajustements. Sauf que ça commence au moins par les échanges au niveau régional. Merci, professeur Aboukan, pour cette conclusion. Mamadou Lamine Ba, directeur de l'environnement des affaires à l'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux. Si vous deviez conclure. Moi, je construis par l'entreprise. C'est inviter surtout qu'on soit très pro-entreprise. Parce que quand on parle de croissance, c'est d'abord une sommation de valeur ajoutée. Et le premier producteur de cette valeur ajoutée, c'est l'entreprise. Donc il est important que de plus en plus, dans le comportement ou même dans la mentalité du Sénégalais, que notre relation avec l'entreprise soit assez revue. C'est-à-dire que les questions de compétition, comment on travaille. Il y a une question peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est notre relation contractuelle même quand on est dans l'entreprise et comportementale, qui est hyper important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça joue beaucoup dans la compétition internationale. Le deuxième niveau sur lequel je reviendrai, on a parlé de la diaspora. Nous, de plus en plus, on ne regarde pas seulement la diaspora en termes d'envoi de fonds, mais en termes de potentiel de capital humain que ça peut apporter pour accélérer le processus, mais aussi en termes d'innovation. On a vu dans certains de nos projets complexes, on a convaincu des Sénégalais de la diaspora pour venir travailler en général, dans ce qu'on appelle des missing compétences, dans des compétences qui ne se produisaient pas au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est une fibre qu'on est en train... Et il y a aussi des pays qui ont réussi, comme l'Éthiopie, à mobiliser l'épargne de la diaspora dans des projets structurants. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est une question d'équilibrage du territoire. Et de comprendre que quand on parlait du plan Sénégal émergent, la vision était 2035, mais le premier plan quinquennal dans la conception 2014-2018, c'était le temps de rattrapage. Et je pense que dans la communication, c'est quelque chose qu'on doit remettre peut-être, puisqu'on est des techniciens, on était conscient qu'il y avait un rattrapage à faire en termes de déficit à remplacer dans l'électricité, en termes de réformes à enclencher, mais le processus ne se finit pas en 2 ans. Nous pensons dans les 5 ans, les premières évaluations se feront et on verra à peu près quand on va ouvrir le deuxième plan quinquennal, quelles seront les leçons apprises. Et j'avoue que les travaux d'analyse préliminaire ont commencé depuis cette année. Merci beaucoup. Très bien. Le mot de fin de El Hadj Ibrahima Sall, vous l'avez entendu, il fallait d'abord mettre les pendules à l'heure. Vous étiez ministre du Plan avant. Oui. Je voudrais dire à ceux qui sont là, et plus précisément à la Banque mondiale et au FMI, c'est très important quand vous intervenez dans un pays de voir la nature et la sociologie du pays. Le Sénégal est un pays de consensus paralysant. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce que notre société est faite d'une juxtaposition de veto. Et quand vous avez une juxtaposition de veto, à chaque fois que vous voulez réaliser une transformation, on vous bloque. Et vous avez besoin de beaucoup de courage politique, mais pour faire passer des réformes. Et la deuxième difficulté, en plus de ce trait sociologique, c'est qu'un pays où tu as des élections tous les 2 ans, tu ne peux absolument rien faire comme réforme. Ça aussi, c'est un autre déterminant. Et vous ne pouvez pas, par exemple, réformer l'État quand tous les patrons de l'État sont des fonctionnaires qui font de la politique en plus. Donc, vous voyez que le problème est très complexe. Donc, en dehors du niveau politique, après, il y a les problèmes de méthode, il y a les problèmes de stratégie. Vous avez insisté sur la cohérence, c'est vrai. Lui, il a insisté mais sur la hiérarchisation, c'est vrai. Moi, j'insisterai sur la complémentarité, parce que souvent, mais vous savez bien comment vous êtes économiste en chef, donc mais vous connaissez le théorème du second test, qui dit que parfois, en économie publique, vaut mieux s'abstenir de certaines améliorations locales si tu ne peux pas faire mais toutes les améliorations globales, parce que tu risques de conduire le système à une situation pire.
Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va faire des réformes, il faut y réfléchir, il faut poser, il faut voir qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qui ne se passe pas. Et donc, c'est le dernier point. Moi, j'ai tenté une réforme il y a 30 ans. Et jusqu'à présent, l'idée, c'était tout simplement dans le cadre de la croissance inclusive. À l'époque, on n'utilisait pas le mot, mais j'avais mis l'ensemble des présidents des régions en face de la fonction publique. Parce que moi, j'étais au plan, je voulais faire descendre la croissance. En faisant quoi? En faisant un programme d'investissement public qui parte des régions, avec des initiatives de la région, et dans l'exécution, d'avoir une exécution régionale avec des centres de métiers dans les régions et tout. Donc le schéma était très clair. Quand je suis venu, la première force à laquelle je me suis heurté, c'est mon administration centrale, qui ne voulait pas que les choses descendent. Après, quand je les ai mis face à face, j'ai vu que ça ne marchait pas. Il fallait organiser une charte, mais sur la déconcentration. Mais cette charte sur la déconcentration, ça fait 30 ans qu'elle est remise à chaque année sur la table, et les gens ne peuvent pas y concéder parce que tout simplement, ça touche des intérêts, ça touche... Donc, parler de territorialisation des politiques publiques dans tous les documents, c'est très intéressant. Mais au moment de la mettre en œuvre, vous allez vous heurter à des clientèles, à des groupes, à des intérêts. Et donc, je voudrais conclure sur ça pour dire que les réformes, c'est une question fondamentalement politique qui demande beaucoup de courage dans un pays qui est particulier. Merci à El Hadj Ibrahima Sall pour cette conclusion, visiblement, qui nous permet de sortir de ce débat. Et évidemment, nous allons solliciter l'indulgence de ceux qui nous regardent, parce qu'évidemment, nous ne saurions jamais adresser toutes les questions. Nous sommes pratiquement convaincus de n'avoir pas évoqué toutes les questions, de n'avoir pas évoqué tous les volets, toutes les aspérités majeures de la question des réformes quand il s'agit de croissance inclusive, parce qu'elle est suffisamment vaste. Mais nous avons tenté de rassembler le maximum de partenaires et d'acteurs possibles sur ce plateau. Sur ce, je vous remercie Ali Mansour du FMI, Paolo Zacchia de la Banque mondiale, professeur Aboukan de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Merci également au professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, Mamadou Lamine Ba de l'APIX, l'agence de la promotion des investissements et des grands travaux. Merci également à El Hadj Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan. Merci en tout cas et merci au public. Allez, au revoir.